Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout premier numéro d'Accès Direct de l'année 2020. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez pu profiter de vos familles. Au nom de toute l'équipe de 8 Mont Blanc, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur. Vous le savez, Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont Blanc, en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 6 janvier 2020. Nous sommes partis pour 45 minutes de belles rencontres. Ce soir, on ne change pas une formule qui gagne. Je recevrai le directeur de l'Office de tourisme de la Clusa pour un jour, une station. Nous parlerons ensuite économie avec Linda Profi, la présidente de la Jeune Chambre économique française. Et enfin, nous parlerons des trophées de la reconversion en direct de la Toussuire. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Bonne année. Bonne année à toi. Pour les titres de ce journal du 6 janvier 2020, on commence avec une nuit de galère pour des centaines de touristes britanniques. Et même près d'1 millier de touristes, tu l'as dit, essentiellement britanniques, qui ont été coincés à l'aéroport de Chambéry en cause d'un épais brouillard qui empêchait les avions d'atterrir ou de décoller. Et donc Clémence Roaldès est allée voir ses vacanciers malheureux dimanche matin. Et puis Clémence Roaldès qui est aussi du côté de Grand-Bornand, puisque les rois vont être tirés du côté du Grand-Bornand dans quelques minutes. Et oui, elle est partout, on va pouvoir suivre ça en direct. C'est une galette géante qui a été fabriquée. On a suivi aussi sa cuisson cet après-midi, donc on va la rejoindre très bientôt et on verra également un reportage dans le journal. Merci beaucoup Victoria, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on le disait, on démarre cette émission avec un peu de gourmandise. Direction le Grand Bornand, où doit nous attendre Clémence, qui a donc assisté à l'élaboration de cette galette XXL. Salut Clémence. Salut Sébastien, je suis très heureuse de vous retrouver en direct du Grand Bornand, effectivement pour la découpe de cette galette XXL, 1,80 m de diamètre quand même, et pour à peu près 300 parts. Alors vous la voyez juste ici, une jolie inscription, le Grand Bornand dessus, et juste à côté, il y a Bruno Bétan. Bruno Bétan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le boulanger qui a fabriqué cette galette aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Alors, défi réussi cette année ? Oui, pas mal. Encore un tout petit peu noir au fond avec le four, mais comme je vous ai dit, pas de problème. Ça a bien marché, impeccable. Elle va être bonne ? Ah, ça sent bon déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça sent bon déjà. Non, c'est vrai, ça sent très très bon. Alors, ça fait 25 ans déjà que vous la faites, cette galette XXL, cette galette hors norme pour le Grand Bornand. Vous pouvez me raconter très rapidement son histoire ? Alors l'histoire, c'est avec un animateur de Grand Bornand. On a fait un petit défi. Il m'a dit, est-ce que tu es capable de faire une grande galette? J'ai dit, bon, on va voir. Je suis allé voir un menuisier pour faire la plaque. Je suis allé voir un ferronnier pour faire la tôle. Et bien, on a réussi à faire une galette d'1,75 m de diamètre d'une seule pièce. Donc avec une vingtaine de kilos de feuilletage, 20 kilos de frangipane, 15 kilos de feuilletage. Et on arrive à faire à peu près 300 parts dedans. Et c'est le secours populaire qui s'occupe de la coupe et de récupérer un peu les dons. Voilà. Eh bien, félicitations. Alors, on va aller voir du côté de la découpe comment ça se passe. Ça va, tout se passe bien du côté de la découpe? C'est difficile. C'est très difficile. Alors, les premières personnes vont commencer à prendre du coup ce fameux bout de galette. Je vois un jeune homme qui en a déjà mangé une. Bonjour, alors est-ce qu'elle est bonne cette galette? Elle est très très bonne. Vous lui trouvez quel goût? Très très bonne, du bon goût de beurre, très bon. Bon ben apparemment il y a déjà un content. Moi aussi je vais essayer de chipper un petit bout de galette pour voir ce que ça donne. Alors que je me rapproche un petit peu. Et voilà, hop, un bon goût de galette. Elle est encore toute chaude et elle est très très bonne. Voilà Sébastien. On espère que tu auras la fève, en tout cas, Clémence. J'espère aussi. Merci beaucoup. On retrouve un reportage tout à l'heure dans le journal. Bonne soirée. À tout à l'heure. Allez, on passe à notre première rubrique. Et ce soir, je reçois Jean-Philippe Montfort, le directeur de l'Office de tourisme de la Clusa, pour un jour, une station. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on était du côté du Grand Bornand, pas très loin de chez vous? Est-ce que les fêtes se sont bien passées du côté de la Clusa? Elles se sont bien passées et je souhaite aussi une très belle année à tous les téléspectateurs, auditeurs, followers de T8 Mont Blanc et je leur souhaite une belle année enneigée à la montagne. Vœux réciproques de notre part. Est-ce que vous faites partie des stations qui ont fait le plein pour ces vacances de Noël? Alors on est très satisfaits. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on avait des difficultés à maintenir un niveau de remplissage, un taux de remplissage à la Clusa. Et cette année, oui, on peut dire que c'est un succès. Le soleil était au rendez-vous. On a eu un automne avec des précipitations neigeuses qui ont, je pense, été favorables et qui ont incité les gens à réserver leur séjour. Et donc, oui, on a eu deux belles semaines bien remplies avec beaucoup de sourires
des clients heureux. Savoie Mont Blanc Tourisme a publié des chiffres là pour cette période de Noël, des chiffres exceptionnels en termes de fréquentation. Vous me disiez tout à l'heure quand on préparait l'émission en amont, ça a même été compliqué, notamment en termes de transport chez vous. Nous, c'est vrai que par rapport à d'autres stations en Savoie Mont Blanc, la Clusa, on a une clientèle de séjour, comme beaucoup de stations qui viennent passer des vacances. Et puis, on a une clientèle de proximité, une communauté qui vient fréquemment, qui soit d'Annecy, de Genève ou de la vallée de l'Arve. Et donc, c'est vrai que la somme des deux fait qu'on a été bien rempli. Et donc, il faut pallier à tout ça et imaginer ce que peut être des solutions demain pour réussir à concilier l'arrivée de ces deux types de clientèle. Alors, vous tirez, j'imagine, un bilan forcément positif de ce début de saison? Oui, tout à fait. Nous, on est sur les chiffres. Hein, vous annonciez ceux de Savoie Mont Blanc Tourisme. Nous, on a fait un taux de remplissage qui est 5% supérieur au chiffre de l'année dernière. Chiffre qui est partagé par les écoles de ski, par les restaurateurs et les commerçants. C'est vrai qu'ils ont fait des journées qu'ils n'avaient pas vues depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça fait du bien de se dire que les Français, en tout cas, reviennent à la montagne pour un séjour de Noël ou un séjour sur le jour de l'an. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça représente, 5% dans la vie d'une station, 5% en plus dans la vie d'une station? C'est par rapport à notre capacité, tout simplement, et se dire que plus de clients, plus de séjournants, et ça se traduit évidemment par une activité économique et un certain nombre, ou quasiment la totalité des professionnels qui travaillent. Donc c'est vraiment, on est en pleine puissance. Et à côté de ça, on apporte du service, on apporte une expérience, on apporte, je dirais, tout l'imaginaire qu'on peut retrouver à la montagne. Alors nous, ça se traduit par des animations et les pestacles de Noël. C'est 20 000 personnes qui ont pu profiter de ce moment exceptionnel tous les soirs à la Clusa. Est-ce que vous attendiez un si bon cru là? Alors heureusement, oui, on anticipe et donc on a des statistiques et on a un observatoire qui nous permet de savoir où en sont nos réservations au fil de l'automne. Donc on savait qu'on allait faire un beau Noël et un beau jour de l'an. Et on a eu aussi beaucoup de last minute, des gens qui ont réservé en dernière minute à la Clusa et qu'on a réussi évidemment à accueillir. Donc non, vraiment bilan positif. Qu'est-ce qui fait selon vous la force de la station de la Clusa selon vous? C'est quoi? C'est la diversité d'activités? On sait que les gens ne font pas que du ski. À la montagne, en tout cas lorsque je pense à une famille ou des personnes qui veulent passer un séjour à la montagne, qu'ils soient français ou européens, attendent à avoir, lorsqu'ils arrivent, une image qui correspond à leur imaginaire. Et la Clusa correspond à cette image, avec un village, avec des chalets, des toits en tavaillon, ce beau clocher et ce massif et ces sapins qui entourent notre village. Donc oui, on correspond à cette image et on la revendique et on la préserve aussi parce qu'on sait que c'est notre point fort. C'est avoir derrière la destination La Clusa, derrière la marque La Clusa, un patrimoine qui soit naturel, culturel, architectural et même gastronomique avec le reblochon. Alors parmi les prochain grand rendez-vous de la station, il y a notamment la Full Moon qui est prévue ce vendredi soir. Alors c'est ça, c'est un événement, c'est un peu une marque de fabrique à la Clusa, hein, ça fait 15 ans qu'on les organise et on profite donc de la pleine lune pour skier sous les étoiles. C'est un événement festif aussi, les acteurs, les commerçants et surtout les restaurateurs, que ce soit les chalets d'altitude ou même dans la station, ouvrent leurs portes, mettent de la musique, c'est un événement festif et donc on est très heureux d'accueillir nos clients ce vendredi pour faire la fête à la Clusa et skier sous les étoiles. Puis les événements vont s'enchaîner puisque par la suite on aura le Rock on Snow Tour du 12 au 14. Et avant cela, ce samedi, on va courir sur la neige avec le Bélier Blanc, c'est la 2e édition, il y a 1300 inscrits. Donc on peut plus participer, par contre on peut venir regarder. C'est une course de 11 km qui part à 18h du Champ Giguet, de notre front de neige. On a notre bélier l'été, 5000 participants, et donc ça c'est cette édition sur la neige qui se passe avec une frontale et encore une fois sous les étoiles. Donc ça c'est samedi à la Clusa. Effectivement, après on reçoit des professionnels autour du snowboard, ces commerçants qui vont se retrouver avec les acheteurs et les marques du snowboard. Et puis une nouveauté sur la fin janvier à la Clusa, c'est une semaine autour du ski de randonnée, ski de rando. En plein essor. Avec un temps fort qui s'appelle la Belle Montée, le samedi 25.
300 inscrits. Et au fil de la semaine, du 20 au 25, tous les matins, nos clients, ou encore une fois cette clientèle de proximité, pourra venir s'initier au ski de randonnée à la Clusa, encadré par des professionnels évidemment. Des soirées thématiques avec l'intervention de Tony Lamiche, guide skieur, grimpeur, qui vient partager ses expériences autour du risque avalanche et de la prévention avalanche. Et puis une soirée cinéma aussi autour de ces films et du ski de randonnée. Donc on a plein de choses à faire. Voilà, tout à fait. Une dernière chose avant de se quitter, on a beaucoup parlé de la Clusa ces dernières semaines avec ce fameux projet de révision du schéma de cohésion territoriale qui prévoit de très gros investissements touristiques. Vous, en tant que professionnel, en tant que directeur de l'Office de tourisme, c'est forcément quelque chose qui peut aller dans votre sens? En tout cas, c'est un projet qui est porté par les élus de la CCVT, la communauté de communes de la vallée de Thônes. C'est un projet qui est en cours en ce moment avec une enquête publique. Donc on attend la fin de cette enquête et chacun peut s'exprimer pour donner son avis. Et heureusement, les gens s'expriment. Ce qui est sûr, c'est qu'à la Clusa, on a besoin de construire notre avenir. Il y a des grands enjeux pour la montagne de demain. Que ça soit sur la diversification, sur ces changements climatiques, sur la mobilité. Et donc, ce SCOT doit nous permettre de réfléchir sur les solutions que l'on aura demain à la Clusa. Merci beaucoup. On aura d'ailleurs un autre sujet dans le cours de la semaine. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne fin de saison. Profitez bien. Continuez bien. Allez, on passe à notre rubrique économie avec Linda Profit. Bonjour. Bonsoir. Alors, bonsoir. Vu l'heure, bonsoir. Vous êtes la présidente nationale de la Jeune Chambre économique française pour l'année 2020. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre organisation? Oui, donc c'est un mouvement international et donc qui a plus de 100 ans et on est en France depuis presque 70 ans maintenant. Et donc c'est un mouvement qui permet de porter la voix de la jeunesse et de permettre à la jeunesse d'agir sur son territoire. Quelles sont ses principales missions? Quelle est sa vocation? Former pour agir, donc c'est permettre, offrir aux jeunes l'opportunité de se former et d'impacter sur leur territoire au travers d'actions que l'on souhaite porter. On est dicté par personne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'avoir été choisie, élue pour être présidente nationale? En tant que chef d'entreprise, en tant que femme, qu'est-ce que ça représente? C'est déjà une fierté parce que c'est l'écho d'un parcours. Et c'est aussi c'est pour moi l'occasion de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu tout au long de mon parcours au travers de cette organisation qui est le mouvement des Jeunes Chambres économiques françaises. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup fait grandir et ça m'a toujours été très utile professionnellement et personnellement. Ça sera quoi la présidence, Linda Profit? Ça va être quoi vos principaux axes de travail? Alors pour tout vous dire, notre équipe s'est appelée, parce que donc, quand on candidate à une présidence de notre organisation, on monte une équipe puisque je suis accompagnée de 10 administrateurs. Et donc, notre équipe s'appelait Essentiel. Donc, c'est revenir vraiment à la base de notre mission pour revenir aux choses importantes. Ce pourquoi notre organisation elle a été créée. C'est pour agir, pour impacter positivement notre environnement et pour se tourner vers une paix mondiale et universelle. C'est ça vraiment notre vocation. Et c'est de permettre à nos membres de devenir les citoyens de demain, les leaders citoyens de demain. C'est pour ça que notre baseline, c'est incubateur de leaders citoyens. Qu'est-ce qui va être le plus dur à mettre en place selon vous dans les années à venir là? Le plus dur quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise? Oui, quand on est chef d'entreprise, je ne pense pas que ce soit une notion d'être dur ou pas dur, c'est la volonté. C'est envie. Aujourd'hui, il faut qu'on donne du sens dans l'engagement que l'on prend, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos engagements personnels dans des associations. Il faut y trouver du sens en fait. Et je pense que la jeunesse qui arrive a besoin d'avoir du sens dans tout ce qu'elle fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ça qui permettra à notre société d'être meilleure. Est-ce que vous avez l'impression que cette jeunesse, justement, dont vous parlez, elle a pris conscience de l'urgence de la situation? Vous évoquez l'urgence climatique. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, avec les gens que vous côtoyez, vous avez ce sentiment? Oui, il y a une vraie prise de conscience. Et c'est pour ça aussi que je pense que notre mouvement a décidé de s'orienter sur les 2 ans à venir à travailler autour d'un nouveau thème national qui est l'optimisation des ressources en alliant développement durable et développement économique. Et on veut se tourner vers le monde de l'entreprise. On veut aller voir les industriels, comment ils abordent ce sujet-là aujourd'hui. Donc pendant les 6 premiers mois de cette année, on est en train de mettre en place un questionnaire qui va nous permettre de faire un audit de territoire. Ce questionnaire, on l'a construit avec le pôle éco-conception, qui est une partie de l'ADEME.
et on va le déployer sur l'ensemble du territoire pour pouvoir faire une vraie analyse aujourd'hui. Qu'est-ce que nos entreprises font pour cette thématique-là, pour le développement durable? Et on sait très bien que beaucoup d'entreprises sont sensibles à ce sujet et qu'ils ont déjà des solutions et qu'ils les mettent en place dans leur entreprise, mais simplement il faut arriver à le partager. Et donc nous, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir récolter un maximum d'informations, derrière créer des actions pour les déployer, pour déployer ces solutions d'entreprise, en créer peut-être des nouvelles. Et derrière, arriver à regrouper en septembre toutes les personnes qu'on a pu rencontrer autour de cette thématique-là, que ce soit des politiques et du milieu économique, les entreprises, les mettre autour de la table et vraiment d'arriver à réfléchir d'un axe commun sur les orientations à prendre pour l'avenir. Est-ce que votre travail, ça va être aussi d'essayer de, comment dire, peut-être de convaincre les citoyens, la population, que le monde de l'entreprise et la recherche d'une meilleure qualité environnementale, ça peut aller de pair? En fait, c'est pas forcément le cas de Ouais. tout le monde aujourd'hui, on a Ouais, l'impression. tout à fait. Ah, il y a quand même, je pense, une bascule qui se fait. En tout cas, dans Une prise de l'imaginaire conscience. des gens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, on se rend compte que, en tant qu'individu, individuellement, on est capable de faire plein de petites choses dans notre quotidien. Le vrai enjeu, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire collectivement. Et c'est en ça où notre organisation est intéressante, parce qu'elle nous permet d'agir collectivement et de ne plus être tout seul dans notre coin. Alors justement, dans cette optique de l'urgence environnementale, de la défense de l'environnement, vous avez un petit peu fait le buzz au mois de novembre dernier lors du congrès qui aboutit sur votre élection à Toulouse en 2019, puisque vous avez rejoint donc Grésy-sur-Aix, Toulouse depuis Grésy-sur-Aix en autostop. En stop, effectivement. Pourquoi cette opération? Ouais. Alors, vous l'avez dit, c'est pour faire effectivement un buzz et amener sensibiliser les gens sur nos moyens de déplacement. Et aussi parce que c'est une action qui est portée par la Jeune Chambre économique de Chambéry, parce que je suis présidente de la Jeune Chambre économique nationale, mais il faut savoir qu'il y a 130 jeunes chambres réparties dans toute la France et que Chambéry en a une, Annecy en a une aussi. Et du coup, je voulais aider les membres qui portent cette action à donner un peu de visibilité à ce projet. Voilà. Vous avez pu voir déjà des effets? Bon, l'action commence Oui, on commence à avoir des retours. Il existe déjà beaucoup d'initiatives, mais notre objectif au travers de cette action, sa covoiture, c'est de se dire, aujourd'hui, on fait du stop sur des longues distances, mais comment, sur un petit territoire, notre territoire de Chambéry, les Bauges, comment on peut faire pour mettre en place une bonne intelligence de covoiturage, en fait, sans forcément avoir besoin d'un outil Internet, enfin voilà. Quelque chose de plus, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que présidente nationale là, pour cette nouvelle année qui vient de débuter? Moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à faire connaître plus largement notre organisation auprès des jeunes de 18 à 40 ans, parce qu'elle est vraiment ouverte à tous ces jeunes-là. Et je ne peux que les inviter à venir pousser la porte de la Jeune Chambre pour venir grandir avec nous. Et c'est une très, très belle expérience. Merci beaucoup, Lina Merci. Profit. Bon courage pour cette année de présidence. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, comme chaque lundi, on termine cet accès direct avec du sport. Et ce soir, on va parler de la vie d'après des sportifs de haut niveau. Je suis en ligne Skype avec Frédéric Piton et Thierry Omeyer en direct de La Toussuire. Est-ce que vous m'entendez, messieurs? Oui, oui. Bonsoir, merci de nous accorder quelques minutes. Alors Frédéric, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de La Toussuire. Vous êtes un des initiateurs des trophées de la reconversion dont la remise a lieu ce soir. Ces trophées qui ont lieu dans le cadre des rencontres Toussuire Sport. Expliquez-nous un petit peu la genèse de cet événement. En fait, c'est Laurent Minier, qui était manager du Chambéry Handball, qui a intégré cette formation au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, qui cherchait un lieu pour se rencontrer, pour que les promotions puissent se rencontrer, qui m'a appelé. À l'époque, La Toussuire était partenaire de Chambéry Handball. Et donc, on a donné notre accord pour qu'on monte cet événement chez nous. Voilà, et donc c'était il y a 12 ans maintenant. Et donc, on s'est rencontré avec le Centre de droit et d'économie du sport, MG Sport, et on a monté cet événement. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, à l'époque, de créer justement ces trophées? Les valeurs humaines partagées. Déjà, La Toussuire est une station sportive. Vous savez, il y a Thierry Omeyer à côté de moi, qu'on a eu la chance d'accueillir la préparation olympique de l'équipe de France de handball 3 Olympiades de suite. Voilà, on a eu un champion olympique, Jean-Pierre Vidal. Voilà, le goût du sport pour nous est important. On est une station dynamique et les valeurs humaines qu'on partageait nous ont convaincus. Thierry, bonsoir.
Vous faites partie donc de la promotion à l'honneur cette année. Vous avez pris votre retraite sportive en 2019 à 42 ans. Votre reconversion, vous l'aviez anticipée puisque dès 2017, vous avez suivi la formation du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Oui, exactement. C'est vrai que j'avais à cœur de préparer la suite de ma carrière. Quand on arrive autour des 40 ans, on se doute que la fin de carrière est proche et c'est pour ça que j'avais décidé d'intégrer cette formation de manager général d'un club sportif. Et voilà, donc je termine et je reçois mon diplôme ce soir. Et donc voilà, très heureux d'avoir fait cette formation. C'est une formation qui m'a beaucoup appris pour la suite de ma carrière et qui me permet aujourd'hui d'occuper un poste au sein du Paris Saint-Germain Handball. La reconversion, c'est quelque chose que vous appréhendiez, vous, en tant que sportif de haut niveau ? C'est pas quelque chose que j'appréhendais. Justement, j'ai fait en sorte de m'y préparer. Après, ça a été aussi ma décision de prendre ma retraite sportive. Je pense qu'à partir du moment où c'est un choix, c'est toujours quelque chose qui est plus facile à accepter que. Alors, parfois, on peut arrêter à cause d'une blessure ou d'une non-reconduction de contrat. Moi, ça a été vraiment mon choix de prendre ma retraite et de me tourner justement vers autre chose. J'avais envie de découvrir ce que m'attendait cette nouvelle vie. J'ai eu la possibilité de prendre un poste de coordinateur sportif au Paris Saint-Germain Handball et cette formation au CDES de Limoges m'y a très bien préparé. Est-ce que vous diriez que les sportifs dans leur ensemble sont assez préparés justement pour la suite, l'après-carrière ? Je pense que ça dépend de chacun. Il faut essayer justement de trouver sa voie. C'est pas toujours évident parce que quand on est sportif, on a des objectifs, on fait soit partie d'une équipe, soit quand on est dans un sport individuel, on est tourné vers des objectifs un peu plus individuels, mais vers des grandes compétitions. On sait pourquoi on s'entraîne, on sait qu'est-ce que derrière il y a des médailles ou des belles performances à aller chercher. Dans cette nouvelle vie, il faut se fixer de nouveaux objectifs, trouver de nouvelles motivations pour se lever tous les matins et après c'est à chacun de faire un bilan un peu de soi et de voir vers quoi on a envie d'aller. Il y a des anciens joueurs qui restent dans le monde du sport, il y en a qui vont dans le monde de l'entreprise, il y en a qui vont dans d'autres voies et l'important vraiment c'est de trouver une nouvelle forme d'épanouissement. Frédéric, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir tous ces champions et ces championnes présents chez vous ? Une fierté, un honneur. C'est vrai que maintenant on est devenu vraiment très proches. Donc c'est aussi un enrichissement, je veux dire, de tous les participants, un enrichissement personnel parce qu'on partage justement leurs expériences en termes de management, des choses comme ça. Moi aussi, je suis manager d'une petite équipe, mais bon, on échange. Hier, on avait un séminaire, une petite conférence avec Denis Troche, qui est un spécialiste du domaine. Et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec ces grands sportifs qui ont appris à gagner et qui ont appris à réussir dans un domaine qui était très sportif et qui après, lors de leur reconversion, transposent encore ces valeurs, utilisent leurs atouts, tout ce qu'ils ont appris pour réussir aussi dans une deuxième vie. Merci beaucoup, messieurs. Terminez bien. Merci, bonne soirée. Alors avant de se quitter, avant de terminer cette première partie, quelques images de ski alpin pour signaler la très belle victoire de Clément Noël, le skieur vosgien qui s'entraîne licencié du côté de Val d'Isère, qui s'est imposé lors du slalom de Zagreb. 4e après la première manche, le skieur a réalisé une seconde manche parfaite puisqu'il remporte donc ce slalom. Très très belle victoire pour Clément Noël qui s'impose donc pour la première fois de la saison en 2019-2020. Il prend donc même le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de slalom. Je vous propose de l'écouter. Je suis vraiment content d'avoir réagi comme ça après Val d'Isère qui avait été quand même une déception. Et de voir aujourd'hui que je pouvais être le plus rapide, c'est vrai que ça fait plaisir. Même avec une faute en première manche, je ne me suis pas affolé non plus. Je savais que tout était possible en deuxième manche, c'était serré. Et voilà, je suis très très content, très fier et ça lance bien un gros mois de janvier. Les deux manches, j'ai vraiment bien skié la partie plate. La première manche, je l'ai bien skié surtout parce que j'avais fait une faute avant et il fallait pas que je rattrape le temps perdu, mais il fallait vraiment plus que je perde de temps sur cette partie-là. Donc j'ai vraiment bien skié cette partie plate. Et la deuxième manche, il y a des sections bonnes, il y a des sections moins bonnes, mais en général, le plat, je l'ai plutôt bien skié et c'est une bonne chose parce que c'est bien, parce que ça m'a permis de gagner et je pense qu'il fallait pas faire trop de fautes aujourd'hui, mais personne n'a fait la course parfaite. Et je suis content de m'en sortir comme ça. Je suis chanceux aussi de ne pas être sorti en première manche.
Et voilà, c'est fini pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Victoria Lopez. À tout de suite.